Bien, bonsoir à tous. Nous voici donc avec notre 10e défi de l'année. Le défi des justes relations que nous allons chercher à atteindre en passant de la peur à l'amour. Ce thème des justes relations humaines, on l'a traité quelque peu déjà tout au long de l'année, mais en filigrane, à travers différents défis. Par exemple, on en a parlé à propos des frontières, le rapport entre les gens qui sont d'un pays et puis les étrangers. On en a parlé à propos des extrémismes, on en a parlé à propos des pouvoirs il y a 2 mois. Donc on a parlé à travers certains thèmes comme ça, d'une manière quelque peu différente à chaque fois, ce problème des justes relations humaines qui est effectivement peut-être un des problèmes fondamentaux tel qu'on peut le constater encore maintenant dans notre vie quotidienne. Mais là, on va le traiter d'une manière un petit peu plus particulière, parce que nous venons d'entrer dans le signe de la balance, et qui dit signe de la balance dit automne. Donc nous sommes entrés dans la période d'automne, et la période d'automne, du point de vue des énergies, c'est toujours la période d'intégration. C'est le moment où tout ce que nous avons travaillé depuis maintenant 8 mois, eh bien ça, on va nous demander de l'intégrer complètement, que ça se transforme, que ça se dépose. Donc c'est un moment important. Donc on va profiter pour finalement traiter de ce processus des relations humaines, ou des justes relations humaines, du point de vue de ce qui peut s'intégrer plus concrètement, pratiquement. Et ceci grâce à un rayon qui est très important dans ce signe de la balance, qu'on appelle le rayon 7. Cette énergie de rayon 7 qu'on appelle aussi le rayon d'ordonnancement ou le rayon de magie blanche. Nous verrons un petit peu ce que ça veut dire tout à l'heure. Et donc c'est par l'étude de ce rayon, entre autres, que nous allons chercher à voir qu'est-ce que représentent ces justes relations humaines. Le mois prochain, d'ailleurs, nous continuerons certainement un petit peu dans cette optique-là avec l'internationalisme. Que représentent ces justes relations humaines ou injustes relations humaines? Très intuitivement, on pourrait dire que ça n'a pas besoin de beaucoup d'explications. C'est comme si on sentait qu'est-ce que ça peut être que des justes relations humaines ou injustes. Mais peut-être qu'il est intéressant quand même d'aller voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire, plus fondamentalement. Si on va carrément dans l'absolu, on pourrait dire que la juste relation, telle que nous on peut le concevoir en tant qu'humain, c'est la relation qui doit exister entre le monde de l'âme et le monde de la personnalité. Entre ce que nous sommes, nous, personnels, et puis ce que nous sommes fondamentalement en ce qui concerne notre âme, notre essence, le rapport entre l'essence et l'existence. On pourrait dire que la juste relation humaine serait établie pour nous lorsque, en tant qu'âme, en tant que notre véritable nature, nous serons capables de vivre pleinement cette nature au travers de notre personnalité, et ceci au quotidien. Naturellement, une telle capacité de relier le monde de l'âme et le monde de la personnalité ferait que du coup, si tout le monde le vivait, eh bien, tout le monde serait dans une relation d'âme à âme, tout le monde exprimant cela par sa personnalité. Vous imaginez le paradis sur Terre. Donc, c'est pour plus tard. C'est ce qui nous amènerait à dire que de ce point de vue, il n'y a pas pour l'instant de justes relations humaines. Mais ce serait peut-être un petit peu absolu. On va donc en revenir à ce que nous sommes, nous, maintenant. D'abord, pour voir les justes relations humaines, il faut d'abord décider quel est le cadre dans lequel on appelle ça des justes relations humaines. Et ce cadre, c'est par rapport à la vérité. Chacun va définir ce qu'est une relation juste selon son niveau de vérité, selon son cadre de vérité, selon ce qu'il admet comme étant des vérités fondamentales pour lui-même. Or, nous avons beaucoup travaillé sur la vérité, ne serait-ce que déjà aux premières conférences de ce cycle, qui a raison et qui a tort, le problème de la vérité. Et donc on avait vu que la vérité est entièrement relative. Et que chacun, au moment de son niveau de conscience, dans son histoire, suivant la courbe d'involution et d'évolution, suivant qu'on est en conscience de dépendance, qu'on s'individualise, qu'on commence à sortir de l'individuel, qu'on rentre complètement dans le collectif, il est bien évident qu'à chaque fois, on a des notions de vérité qui changent complètement. C'est quelque chose qui progresse sans arrêt. Nous avions même défini que la vérité, c'est toujours le prochain pas. Naturellement, les justes relations, c'est pareil. On pourrait dire les justes relations, c'est toujours le prochain pas. Parce qu'on va dire à un moment donné, il me semble que ce sont des relations justes, mais elles ne sont certainement pas justes par rapport à ce que je pourrais concevoir plus tard, et ainsi de suite. En conscience de dépendance, par exemple, entre les humains, c'est juste des petits exemples rapides pour fixer un petit peu les idées. Dans cette conscience-là, pour certaines personnes, ce qui est la vérité, c'est tout simplement la vie dans la nature. C'est la vie du fait que dans une tribu, il y a un chef et que les femmes doivent être soumises, par exemple, à l'homme, partout, mais ça existe. Et puis que voilà, ça c'est la vérité. Évidemment, si quelqu'un vous dit la vérité, c'est que toute femme est l'inférieure de l'homme. Si vous êtes dans un processus de vérité complètement différent, ça ne passera pas. Mais pour eux, c'est vrai. Et est-ce qu'on a le droit de dire c'est faux? Non, non, c'est vrai. C'est relativement vrai, relativement à leur état de conscience. Et ça doit être respecté. Et donc les relations qui vont définir à partir de là, la soumission par exemple de la femme à l'homme, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, c'est une juste relation pour eux, dans leur cadre de vérité.
Dans ce cadre de vérité, de conscience, de dépendance, on a une relation à la nature, aux différents règnes de la nature, qui est tout à fait intéressante, qui est presque une collaboration, tout simplement parce que ces gens-là dépendent complètement de la nature. Ils en ont besoin pour vivre, pour survivre. Donc il n'est pas question pour eux de l'exploiter ou de la négliger. Ils se sentent complètement faire partie de cette nature, et avec les règnes de la nature, ils entretiennent vraiment une relation intéressante de coopération. Très différent quand on descend et qu'on arrive dans cette conscience individuelle. On définit, par exemple, comme vérité en disant la base de la juste relation, c'est de dire que hommes et femmes et tous les humains sont libres et égaux en droit. Et donc c'est à partir de là qu'on définit les relations telles qu'elles doivent exister au niveau de la conscience individuelle. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas égaux en droit avec les animaux, les végétaux et les minéraux. C'est uniquement entre humains dans ce type de conscience. Donc on peut parfaitement exploiter les animaux, les végétaux et les minéraux. Pas de problème. C'est à nous. C'est nous qui nous les a donnés, donc c'est à nous finalement de nous en servir. Donc la relation avec la nature, comme vous le savez, est quelque peu désastreuse. On est dans une civilisation, parce que cette civilisation en conscience d'indépendance, c'est nous, là, maintenant. C'est vraiment quelque chose qui est un peu abusif. Et ces différents règnes, pour nous, ils nous sont extrêmement proches. Pour l'animal, le végétal, le minéral, il y a 3 approches. On s'en nourrit, on s'en sert et on les aime bien. On s'en nourrit, oui, ça on se nourrit du règne animal, ça c'est évident. On se nourrit du règne végétal, c'est évident aussi. On se nourrit du règne minéral, tous les minéraux qui sont dans l'eau minérale, ou bien les oligo-éléments qui sont contenus un petit peu partout. Donc on se nourrit également du monde minéral, même si c'est en quantité qui n'ont rien à voir avec le reste. Donc on se nourrit de ces 3 règnes. On les utilise. On a utilisé pendant des siècles la force animale pour nous aider dans les différents travaux. Il y a encore des tas de civilisations dans lesquelles c'est très très présent. Nous, pour l'instant, on utilise des animaux plus dans des laboratoires, ou bien à l'aide des chiens de policiers, ou pour les tremblements de terre, ou la neige, etc. Mais on utilise encore beaucoup les animaux. Mais on utilise encore beaucoup plus les végétaux. Vous vous rendez compte? L'importance du bois dans la construction, l'importance des bambous dans la construction, c'est absolument prodigieux. Donc on utilise bien sûr le règne végétal constamment dans ce monde qui est le nôtre. Et puis alors le règne minéral, alors là on l'utilise aussi à fond, parce qu'on en a besoin, du gravier, du sable, des pierres, des empierrements, des enrochements, etc. Donc pour la construction, on se sert constamment de ces 3 règnes. Et puis, effectivement, on a tous un animal de compagnie. Non? Non? On a au moins un végétal de compagnie. Bien. Et puis alors maintenant, c'est un petit peu nouveau, mais on a même maintenant un minéral de compagnie. On n'avait pas avant ça. Personne ne mettait un caillou. On voit bien comment on a une approche un petit peu différente par rapport, à ces différents règnes. Et souvent, entre le respect qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces règnes, et puis surtout l'usage abusif qu'on en fait, parce qu'on les consomme, on en a besoin, on les exploite, là aussi, la relation est peut-être singulièrement différente. Et puis, dernier exemple, en conscience d'ensemble, quand on devient vraiment beaucoup plus au-delà de cette conscience purement individuelle, le fait de dire que les hommes sont tous libres et égaux, ça ne suffit pas. Là, on finit par se rendre compte que tous les êtres vivants, qu'on appelle les terriens, et pas simplement les humains, tous les êtres vivants, tous les êtres de la nature sur cette planète, et certainement au-delà, mais on va s'arrêter à la planète, sont absolument dignes de respect, sont des êtres vivants avec lesquels nous évoluons. On se met à considérer cet ensemble de vie dans lequel l'être humain est un maillon, et que par conséquent, il n'est pas question de séparer les choses les unes des autres. Et on essaye de concevoir, du coup, la vie sur Terre, et non pas simplement la vie libre des humains sur Terre exploitant librement les autres règnes. Ça, il n'en est plus question dans ce type de conscience. Et à partir de là, c'est sûr que la relation entre les humains est elle-même complètement différente parce qu'elle se situe dans une globalité et plus simplement dans une relation d'individu à individu. Donc on peut le voir comment chacun a sa vérité et comment chacun du coup définit son type de relation. Naturellement, c'est ce qui crée une grande confusion, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Quand on ne conçoit pas la vérité des uns ou des autres, quand on est persuadé, par exemple en conscience individuelle, que la vérité, c'est ce que nous vivons, nous, dans notre société, et que les autres, c'est vraiment... c'est des sauvages, quoi. On ne peut même pas imaginer... Enfin, ils appellent ça des justes relations. Non, mais je rêve, c'est scandaleux. Oui, mais on est toujours le scandale de quelqu'un d'autre. À un moment donné, parce que si qu'on se place à un endroit ou à un autre, si on ne comprend pas simplement qu'on a des référentiels de vérité différents, on ne comprend pas qu'ils osent les autres appeler ça juste relation. D'un point de vue relatif, c'est intéressant de définir cette notion de juste relation, toujours en rapport avec le cadre de vérité qui est le nôtre, à un moment donné. En sachant que ça évolue constamment et qu'au fur et à mesure que le prochain pas de vérité est franchi, on voit les justes relations d'une manière complètement différente. C'est évolutif.
À partir de là, on pourrait se dire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'injuste relation. Si chacun dans son cadre de vérité voit ce qu'est les justes relations, il n'y a que des justes relations sur Terre. Eh ben non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment intéressant à réfléchir. En effet, les justes relations qui dépendent du cadre de vérité dans lequel on est, c'est uniquement si nous sommes cohérents. Ça veut dire que nous avons une belle théorie de vérité. On a beau dire, moi, ma vérité par rapport à la société, c'est ça. Donc les justes relations, c'est ça. D'accord, je les vis pas tout le temps. Eh ben, quand je les vis pas, c'est injuste. Moi-même, je me trompe par rapport à mon cadre de vérité. Je suis en décalage pratiquement par rapport à mon cadre de vérité. Du coup, c'est injuste. Je suis capable de concevoir ça, mais je ne suis pas. Par exemple, c'est vrai que quand on est en conscience de dépendance ou en conscience d'indépendance, ça ne me donne jamais le droit d'être dans l'abus de pouvoir vis-à-vis de l'autre, dans la violence vis-à-vis de l'autre. Par conséquent, si je dis que la femme doit être soumise, oui, mais simplement soumise, elle obéit à l'homme. Si je dis mais on est tous égaux en droit, d'accord, donc je n'ai absolument pas à avoir des abus de pouvoir. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est de considérer que finalement, entre la théorie et la pratique, c'est là que se situe le rapport entre la juste relation et l'injuste relation, et ce, quel que soit le cadre de vérité dans lequel on est. Donc l'histoire des justes relations par rapport à notre cadre de vérité, c'est une incitation à s'ajuster constamment. S'ajuster dans notre quotidien par rapport au niveau de vérité que nous avons. Et c'est là où ça tétille notre sens de la cohérence. Oui ou non, sommes-nous cohérents avec notre vérité? On définit des choses, on le vit ou on ne le vit pas? Parce que c'est bien beau les mots, hein, mais moi, qu'est-ce que je vis dans mon quotidien? Et donc à chaque fois que je vais chercher à vouloir pour les autres, à penser pour les autres, à décider pour les autres, à faire du forcing pour les autres, à manipuler les autres, est-ce que ça fait partie des justes relations dans le cadre de ma vérité? Certainement pas. Certainement pas. Donc, il y a effectivement d'injustes relations. Naturellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu difficile de se côtoyer entre différents membres de la société et puis de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes vérités, qu'on n'a pas du tout les mêmes relations. Mais quand on se côtoie constamment au quotidien, ça frotte. Ou plus exactement, ça fait peur. On n'est pas tranquille. On aurait envie justement que peut-être chacun dans son cadre de vérité vive aussi sur son territoire. Et donc il y a des peurs qui disent mais chacun reste chez soi, puis ça ira bien quand même. Ce qui nous amène justement au titre de ce soir, de la peur à l'amour. C'est intéressant cette phrase parce que on oppose rarement la peur et l'amour. Et pourtant, si on y réfléchit bien, c'est absolument évident. La peur, c'est véritablement quelque chose qui exclut, alors que l'amour inclut. Il faut arriver à se rendre compte combien notre vie de personnalité est pétrie de peurs, la plupart du temps totalement inconscientes. Et combien toutes ces peurs nous amènent à avoir des relations qui du coup ne sont pas extraordinairement justes. Comment ça commence? Ça commence dès l'enfance. Il faut bien se rendre compte que la peur est quelque chose qui est en rapport avec le manque de vision, quand on ne sait pas du tout où on va, qu'on n'y voit pas clair. Et puis l'incompréhension du monde. L'enfant qui a un manque de vision totale et qui a une incompréhension totale du monde, il va voir chez ses parents cette compréhension. Il va dépendre finalement complètement de la compréhension des parents et de la vision des parents. Il y trouve là un sujet de protection. L'enfant a énormément besoin de sécurité. Et c'est vrai que plus il grandit, plus il se rend compte qu'il a certaines peurs ou certaines craintes et que les parents vont lui apporter cette sécurité. Et même plus grand, en tant quelquefois qu'adolescent et peut-être même quelquefois en tant que jeune adulte, parce qu'il y a deux peurs fondamentales dont nous avons parlé il y a quelques mois, qui est la peur d'être et la peur d'avoir. Est-ce que je suis vraiment? Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que dans ma vie, même souvent en tant qu'adulte, est-ce que vraiment je fais des choses qui font que je peux dire j'existe, je suis. Je me reconnais et je suis reconnu. Et est-ce que j'ai suffisamment? Au sens le plus large du terme, pas simplement au niveau de l'argent. Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que voilà. Donc être et avoir, ou le manque d'être et le manque d'avoir, sont deux grandes peurs qui sont inhérentes à notre fonctionnement, dont on ne se rend pas souvent compte, mais qui sont là et qui nous incitent à un certain nombre de fonctionnements. L'enfant trouve à être complètement rassuré par les parents ou n'importe quelle autre autorité. On va trouver une dichotomie entre celui qui ne sait pas et celui qui sait, du maître et de l'élève, le patron et les employés, celui qui gouverne et ceux qui sont gouvernés, le scientifique et ceux qui ignorent, etc., etc. Et on va trouver donc une société qui se divise comme ça en deux points et qui sont complètement issus
de l'histoire parent-enfant. On est toujours à un moment donné l'enfant d'un parent. Ou au contraire, je sais, je suis puissant, j'ai réussi, j'ai de l'argent, je gouverne, c'est moi le patron. Oui, dans un sens ou dans un autre, on a tendance à se situer plus ou moins consciemment dans l'un des deux camps, amenant finalement comme ça une société complètement divisée, hiérarchisée. Et on s'aperçoit que toute notre société est entièrement construite là-dessus. Et naturellement, avec une grande méfiance entre les deux. Et on aimerait bien souvent que justement chacun reste chez soi, chacun reste dans sa case, chacun reste dans sa famille. Les puissants restent entre eux, les riches restent entre eux, les pauvres, c'est bien qu'ils restent entre eux, les étrangers qui restent entre eux, etc. On aimerait bien que chacun comme ça reste dans sa case. Et on hiérarchie un certain nombre de systèmes, de pouvoirs et de valeurs et de rencontres. Regardez comment finalement toute hiérarchie introduit une division de société. Donc, on est complètement dans cette tendance, vous voyez, issue de ce besoin de rapports ancestraux, on pourrait dire enfant-parent. Et puis, c'est quelque chose qui s'est très très nettement aggravé, tout simplement parce que dans la société de la fin du 19e et du 20e siècle, début du 20e siècle, on a mis en place dans notre société quelque chose qui a tout bouleversé dans nos sociétés qui étaient autrefois agricoles, c'était les sociétés industrielles. On s'est mis à mettre en place des usines, des fabriques, des immenses entreprises, des choses donc qui rassemblaient au début tous ceux qui avaient un savoir-faire. C'était tous les artisans, les anciens artisans, les gens habitués à travailler tout seuls et à tout faire, qui finalement se donnaient rendez-vous comme ça dans ces grandes entreprises. Et puis on faisait les choses. Bon. Mais très naturellement, on s'est aperçu au bout d'un certain temps que c'était tout simplement pas possible. Que chacun puisse faire son petit truc selon son savoir-faire, bon, c'était très intéressant, mais que finalement chacun s'organisait comme il avait bien voulu, et qu'il y avait une perte de temps, il y avait une perte d'énergie, il n'y avait aucune organisation du travail, enfin, c'était absolument épouvantable, et on s'est aperçu que ça ne marchait absolument pas, qu'il fallait trouver une organisation du travail. Vous avez certainement entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Taylor. Celui qui a inventé le taylorisme, fin du 19e, début du 20e siècle. C'était un ouvrier qui a gravi certains échelons et qui est devenu ingénieur et puis qui s'est passionné pour la réflexion de l'organisation du travail. Alors là, il a fait des choses absolument extraordinaires. C'est devenu un modèle du genre. Parce qu'il a dit, mais pour que ça fonctionne, on va tout simplement hiérarchiser le travail de deux manières différentes. Première hiérarchie au niveau vertical. D'abord, il faut maintenant complètement séparer ceux qui conçoivent, ceux qui dirigent, ceux qui administrent de ceux qui font. Ce sont deux éléments totalement différents. On a donc hiérarchisé comme ça le monde du travail. On a trouvé que c'était remarquable et que finalement, ça marchait fond bien, très très bien. Chacun avait sa fonction. Et l'autre, l'autre c'était horizontal. Chacun a une tâche bien précise et répétitive. Ce qui fait que, même si ce n'était pas un travail à la chaîne, eh bien quelqu'un faisait un certain mouvement, et puis il faisait un deuxième mouvement, puis c'était toujours le même. Quelqu'un qui posait une pièce, c'était pas lui qui mettait le boulon. Celui qui mettait le boulon, c'est pas lui qui la serrait. C'était vraiment un système comme ça, et on s'est aperçu que c'était remarquablement efficace. Et grâce à ça, on a gagné en productivité, on a gagné en argent, on a gagné en fonctionnalité, donc on a pu fabriquer des biens matériels, en veux-tu en voilà. Donc la société a pu en acheter parce que les prix ont descendu. Donc on a trouvé absolument que cette organisation du travail, c'était fantastique. Les résultats d'une telle organisation, du point de vue humain et du point de vue des justes relations, c'est un désastre. Parce qu'on a vraiment agrandi le gouffre qu'il y a entre les dirigeants et ceux qui œuvrent, entre les cadres, qu'on appelait les cols blancs, et puis ceux qui œuvrent, les cols bleus. Au début, c'était pas si fermé que ça, il pouvait vraiment y avoir un passage de l'un à l'autre. Là, le passage s'est fermé définitivement. On est dans un camp, on est dans un autre. On est en train de penser, on est en train d'œuvrer. Du coup, les échelles de salaire aussi ont complètement explosé. Et donc, du côté du haut, les salaires sont devenus de plus en plus énormes. Et en bas, ça n'a pas beaucoup bougé, même si ça a augmenté. Et donc on a vraiment créé comme ça une division de la société, voir comment cette hiérarchie de pouvoir a véritablement divisé la société complètement en deux. Du point de vue horizontal, c'est aussi un désastre. Un artisan, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire, pourquoi il le fait et comment il va le faire. Il est à la fois à la conception et puis jusqu'à la réalisation. Là, d'un seul coup, tout le système conceptuel, non, c'était terminé. Juste la réalisation. Mais pourquoi je fais telle pièce ? T'as pas à le savoir, ça n'a aucune espèce d'importance.
C'est tellement, vous voyez, tellement séparé que même les ouvriers en devenaient malades, avaient même des tas de pathologies au niveau physique, pas faire toujours le même mouvement. Vous connaissez le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, qui justement pastiche complètement cette histoire de taylorisme qui avait un tel succès. Parce qu'en plus, la guerre de 14 est passée par là, on a eu besoin d'énormément d'objets, de guerres, etc. Et donc, on a complètement matérialisé ça. Un autre rayon 7, parce que Taylor est évidemment une âme rayon 7, un autre rayon 7 qui était Ford, l'inventeur des voitures. Ben celui-là, lui, il a trouvé que le coup de génie, c'était ajouter aux théories de Taylor, eh bien, les théories de travail à la chaîne. Et donc le travail à la chaîne, plus le taylorisme et la spécialisation, mais alors là, on a battu des records de productivité et d'efficacité. Mais du point de vue humain, du point de vue des justes relations, mais ça s'est gâté d'une manière incroyable. Cette vision des choses s'est étendue absolument à toute la société. Qu'il s'agisse de l'administration, qu'il s'agisse des écoles, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse même quelquefois dans certains aspects du monde associatif. Combien on trouve que c'est tellement plus efficace quand il y a un chef avec des sous-chefs, eux-mêmes avec des sous-sous-sous-chefs, et qui donnent des ordres à des gens qui sont et qui obéissent. Et que comme ça, c'est bien géré. Il y en a qui font les plannings, puis il y en a qui obéissent. C'est génial. Chacun sa tâche, comme ça, on fait au mieux. On réussit même à minuter exactement combien de temps l'employé doit mettre pour telle tâche, et aussitôt, top, on lui programme une autre tâche, et on gagne un temps fou. Et donc, on est dans une société qui a complètement hérité de ce taylorisme. Même si, bien sûr, ce que je vous ai décrit, ça paraît un petit peu épouvantable, mais c'était effectivement donc, tout ce début du XXe siècle. C'est simplement dans les années 60 qu'on a commencé à dire mais c'est pas possible, c'est impossible de faire ça, et qu'on a commencé à briser finalement ce processus. On a commencé par dire déjà non, les ouvriers, il faut arrêter de les faire travailler comme ça à la chaîne sur un seul geste, il faut leur élargir leur processus, il faut qu'ils aient vraiment plusieurs choses à monter, et puis il faut qu'ils aient une certaine vision de l'objet, et puis on a commencé à vouloir faire des cercles de qualité, à faire remonter l'information un petit peu plus vers le haut. Bref, il y a toutes sortes de choses quand même qui se sont aménagées progressivement, parce qu'on s'est aperçu que oui, c'était efficace, mais que finalement c'était tout à fait désastreux, parce qu'il y avait vraiment même des choses qui n'allaient pas, tout simplement du point de vue de la relation entre le patronat et puis les employés. Par exemple, il y avait un tel rapport de pouvoir d'en haut vers le bas que sont nés les syndicats. Il fallait bien quelqu'un absolument pour défendre complètement des abus de pouvoir, le monde d'en bas. Et du coup, il y avait des relations tendues, avec cette espèce de perception qui quelquefois dure encore maintenant, que de toute façon, le patronat, il veut nous avoir, et que de toute façon, du point de vue des patrons, les employés, ils cherchent à nous avoir. Donc on sent bien qu'il y a un manque total de confiance entre les deux, et que c'est un rapport de pouvoir, et qui témoigne complètement des injustes relations donc, au sein de l'entreprise et de la société d'une manière générale, parce que ça se répand, cette ambiance-là. On peut voir combien cette histoire de hiérarchie a divisé la société, et a amené des choses qui n'étaient pas justes, même quelquefois du point de vue de la qualité de fabrication, parce que c'était tellement séparé que lorsqu'il y avait des choses à remonter d'en bas, parce que ça n'allait pas dans tel processus ou dans tel produit, on s'intéressait peu au début à ce que pouvaient dire les gens ou les ouvriers. Non, ça ne remontait pas, c'était conçu d'en haut. Et puis ça dure tout le temps. Qui n'a jamais dit dans sa vie non mais t'as vu la circulaire que nous a pondue l'administration là, non mais c'est pas possible. Ou t'as vu ce que le patron là il nous a dit? Non mais ce sont des gens, combien on entend dire, ce sont des gens à croire ils n'ont jamais mis les pieds là à l'usine, ou ils n'ont jamais mis les pieds dans une école, ou ils n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital, ou les architectes ils n'ont jamais mis les pieds dans l'appartement qu'ils sont en train de construire. Hein, combien de fois on voit qu'il y a une dichotomie énorme entre la pratique et la théorie? Voilà, à force effectivement de descendre comme ça et de ne jamais laisser remonter, ça donne effectivement un certain nombre de désastres. On s'est aperçu de tout ça. On a cherché justement dans ces dernières années à y remédier. On a cherché à dire, bon, c'est bien que la hiérarchie c'est quand même pratique, mais il faut que ça soit quelquefois ouvert. Il faut réintroduire un mouvement dans les deux côtés. Il faut pouvoir réussir à ce qu'il y ait une plus grande initiative du point de vue de l'œuvre à faire. Donc c'est vrai qu'on a cherché toutes sortes de choses, toutes sortes de nouveaux fonctionnements pour pouvoir fonctionner quelque peu différemment. Je voudrais vous citer deux phrases qui sont tirées d'un bouquin dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui sont justement deux phrases de gens qui enseignent aux États-Unis comment diriger une entreprise. Les structures pyramidales exigent beaucoup trop de choses de trop peu de gens, et pas assez de toutes les autres.
Et on s'est même aperçu que finalement, plus une entreprise était grande et plus elle était comme ça pyramidale, plus les décisions prises étaient mauvaises, parce que finalement, les très peu de gens en haut, sont incapables de prendre les bonnes décisions par rapport à ce que représente l'entièreté de la base. Une autre citation intéressante, nous avons établi des règles et des règlements pour assurer notre sécurité. Mais il n'y a aucune sécurité dans la séparation. Nous ne trouverons le bien-être que lorsque nous nous souviendrons que nous sommes inséparables des uns des autres. À noter aussi d'ailleurs qu'il n'y a pas que les entreprises, c'est que ce taylorisme, il a atteint, comme je vous le disais, toute la société, mais y compris nos relations à la nature. La taylorisation, on l'a complètement mise en évidence dans l'agriculture. Et on a réussi donc à traiter industriellement l'agriculture avec des immenses monocultures. On a fait ça à niveau de l'élevage, aux États-Unis, en Amérique du Sud, avec des élevages absolument immenses de plusieurs centaines de milliers de bêtes, etc. Bref, on a construit vraiment, on a traité le monde animal et le monde végétal, puis même le monde minéral avec certaines exploitations, exactement comme on l'a fait par rapport aux êtres humains. On peut s'apercevoir donc qu'il s'agit d'un processus d'injuste rapport avec tout. Parce que tout ça en se disant qu'on est tous libres et égaux en droit. Ouais, d'accord. Dans ce cadre de vérité, on ne peut pas vraiment dire que c'était quelque chose qui était vraiment mis en œuvre. Donc on peut s'apercevoir combien, qu'on regarde de n'importe quel sens, ce processus a été mis en place par un système de hiérarchie. Parce qu'on était très inspiré justement de ce problématique de parents-enfants, et qu'on trouvait que finalement, le fait qu'il y ait des parents, ou des chefs, ou des commandants, ou des gens qui savent, des scientifiques, qui commandent à ceux qui ne savent pas, c'est la meilleure façon de faire avancer le monde. Il n'y a que comme ça qu'on peut bouger. Et vous trouverez encore une immense majorité de gens pour dire, si on ne fait pas ça, ce sera évidemment le désordre. Ah, le désordre. Parlons-en. À quoi est-ce qu'on doit tout ça? On va le devoir au rayon 7. Le rayon 7, on l'appelle, il a deux noms. Un qu'on comprend bien, l'autre qu'on comprend moins bien. On l'appelle le rayon de l'ordre, de l'ordonnancement. Et on l'appelle aussi le rayon de la magie blanche. On va voir à quoi ça correspond. On a déjà parlé du rayon 7. On a déjà vu, justement, il y a 2-3 mois, combien il était important parce qu'il était en train de faire un fondu enchaîné avec le rayon 6, dont nous avons aussi très très largement parlé, à propos justement de l'idéalisme et de la dévotion, et de la note clé des 2 millénaires qui viennent de s'écouler. Nous venons de passer 2000 ans complètement colorés par ce rayon 6 d'idéalisme et dévotion. Je ne reviens pas dessus, on l'a vu en détail. Et maintenant, depuis à peu près, donc, on va dire 100, 150 ans, le rayon 7 est en train de faire un fondu enchaîné et est en train de prendre la place du rayon 6. De même que le rayon 6 aura été la coloration de l'ère des poissons, l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes maintenant aura sa coloration avec le rayon 7. Ordre et magie blanche. D'abord, le rayon de l'ordre. En effet, le rayon 7, c'est le rayon le plus dense qui est en rapport avec le 7e plan, le plan physique. C'est véritablement le rayon qui a le plus d'impact sur le monde physique dense, sur le monde de la matière. C'est le monde qui va chercher à mettre l'ordre dans le monde d'en bas qu'il perçoit en haut. Ça veut dire quand on dit que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut doit devenir comme ce qui est en bas, ça correspond à cela. C'est que véritablement, le rayon 7, son travail, c'est d'aller chercher les lois fondamentales, quelles sont les lois de l'âme, quelles sont les lois de l'esprit, quelles sont les lois qu'on peut percevoir fondamentalement, et d'arriver à amener cela dans le monde de la matière, de manière à ce que le monde de la matière fonctionne exactement selon les modèles supérieurs, selon les modèles d'en haut. Donc vous voyez, cette union entre l'esprit et la matière, entre le haut et le bas, c'est au rayon 7 qu'on le doit. C'est un grand travail donc d'unité esprit-matière. Donc c'est un rayon remarquablement efficace, structuré, parce que pour mettre justement de l'ordre dans le monde des formes, dans le monde de la matière, selon certaines lois, il faut absolument y aller à fond. Ce qui fait que beaucoup d'âmes rayon 7 arrivent, beaucoup d'enfants sont des âmes rayon 7. Et que même si on n'est pas du tout âme rayon 7, de toute façon, c'est tellement la coloration fondamentale de notre planète que c'est véritablement maintenant quelque chose qui s'impose à tous. Cette histoire de l'ordre, c'est comme si on disait mais peu importe les idéaux, telle religion ou telle autre, ou les idées de droite ou les idées de gauche. Et si on mettait simplement l'ordre des lois? Les lois, elles sont ni de droite ni de gauche. Les lois, elles sont ni catholiques, ni musulmanes, ni juives. Les lois, elles sont neutres de ce point de vue-là. Et donc, quelles sont ces lois fondamentales et comment on peut les comprendre et comment on peut les appliquer très concrètement dans ce monde de la forme. Oui, donc c'est un rayon vraiment très intéressant et passionnant que nous allons suivre pendant 2000 ans, enfin que nous allons suivre.
il y a des moments de loin, mais on y reviendra, on aura l'occasion d'en reparler, et qui va complètement remodeler l'organisation de notre monde. C'est un rayon, et les gens qui sont en rapport avec ce rayon, qui adorent la matière. On pourrait dire que c'est le rayon matérialiste par excellence. Ça ne veut pas dire matérialiste dans le sens qui ne croit pas au monde spirituel. Non, non. C'est le monde qui adore la matière, qui adore le travail, qui adore la forme, qui adore toutes les formes que ça peut prendre comme ça. C'est vraiment des gens qui sont très très à l'aise dans ce processus matériel. Et donc cette énergie matérialiste, tant qu'elle agit comme ça du point de vue de l'essentiel, c'est superbe. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe toujours au début. En effet, tant que les gens qui sont en rapport avec le rayon 7, qui commencent à travailler le rayon 7, à concevoir le rayon 7, sentent cette énergie, mais ne sont pas encore capables d'aller chercher ce que sont les lois fondamentales. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester un fonctionnement d'organisation. Mais quel est le point de départ? Ah ben ce ne sera pas la loi de l'âme, c'est ma loi. Ce ne seront pas les besoins de l'ensemble, c'est mes besoins. Ce n'est pas ce qui doit être, c'est ce que je décide. Et donc le rayon 7 va donner une grande capacité de mettre en ordre le monde selon les désirs de certains, selon les désirs de fonctionnement de certains. Et c'est ce à quoi nous avons assisté avec cette organisation du travail que je vous ai décrite. Tout le processus du taylorisme, etc., tout ce système d'organisation du travail, c'est l'arrivée du rayon 7. Tout ce qui fait que maintenant, on cherche vraiment un nouvel ordre mondial. Tout ce qui fait que les gens mettent de plus en plus d'importance sur leur corps physique, leur forme, leur bodybuilding, leurs fringues, leurs tatouages, toute cette importance qu'on met, la chirurgie esthétique. Oui, sous ce formalisme, c'est le rayon 7. Alors c'est là on peut dire, eh ben dis donc, je ne sais pas si c'est le rayon de l'ordre, mais pour l'instant, moi je sens le rayon du désordre. Il est en train de nous ficher un désordre, je te dis pas. On peut le voir comme ça, disons qu'il amène un autre ordre. Mais ceci dit, c'est pas faux. C'est vrai que tant que ce rayon 7 ne part pas véritablement des lois fondamentales, mais qui part de lois personnelles, d'envie personnelle, de désir personnel, d'intérêt personnel, il met en place effectivement une organisation du monde qui va correspondre à certains, au bénéfice de certains, mais évidemment au détriment de tous les autres. Et à nouveau, on n'est pas du tout dans les justes relations. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'un seul coup de donner dans une société où les idéaux sont un petit peu partis, on se demande à quoi croient les gens, et c'est comme s'il n'y a plus que du concret, du matériel, de l'efficace. Voilà. Et on dit, mais c'est ça la valeur maintenant? Bah oui, mais maintenant, anonymement, c'est ça la valeur maintenant. Et donc ça fait peur. On se demande où ça va aller, mais n'ayons pas peur. C'est juste un passage. Lorsqu'on perçoit un nouveau rayon, comme on ne sait pas encore bien s'en servir, qu'est-ce qui ressort dans un premier temps? Les défauts. Mais il faut absolument faire confiance et savoir que c'est ce qui s'est passé pour tous les rayons avec lesquels nous avons travaillé et que progressivement, on découvre véritablement ce que peuvent être les qualités. Et déjà maintenant, beaucoup de personnes se servent véritablement bien de cette énergie du rayon 7 pour arriver à remettre de l'ordre nouveau dans toutes sortes de relations, dans les relations humaines, dans les relations justement en entreprise, dans les relations avec le monde minéral, avec le végétal. On remet un ordre nouveau dans la culture, dans le rapport justement à la façon de cultiver, la façon d'approcher les animaux. Bref, il y a tellement de personnes, et vous les connaissez toutes, qui finalement, maintenant, se disent, mais c'est pas ça, l'ordre. Maintenant, il faut arriver à concevoir quelque chose de tout à fait différent. Et ça, on va le faire avec une qualité fondamentale, qui est la deuxième qualité du rayon 7, et qu'on appelle la qualité de coopération. La coopération va devenir la note clé de ce rayon, et la note clé de la réorganisation du monde à partir justement de ce rayon. Et non plus la compétition, la concurrence, la coopération. Mais avant de passer justement à ce sujet de la coopération, juste une petite aparté. Je dis que le rayon 7, pour être efficace, il faut absolument qu'il aille chercher les lois fondamentales, les lois de l'âme, à appliquer et à mettre en ordre selon ces lois. Souvent, je ne sais pas si je le dis tellement souvent ici, mais bon, peut-être en tout cas vous l'avez lu, on appelle quelquefois le 5e règne de la nature, le règne de l'âme, ou le règne des maîtres de sagesse ou des disciples avancés. On appelle ça la hiérarchie, avec un H majuscule. On dit, ben disons, si l'ordre fondamental, c'est la hiérarchie, ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec la hiérarchie. C'est que finalement, même le monde de l'âme fonctionne sur le mode hiérarchique. Je vous remercie de me poser la question, parce que c'est effectivement un paradoxe intéressant à lever. Ça dénote en tout cas combien nous avons dénaturé ce mot de hiérarchie, qui vient de archi, gouvernement, et hieros, qui veut dire sacré. Donc hiérarchie, ça veut dire gouvernement sacré.
Et lorsqu'on trouvait des gouvernements sacrés, quand on parlait par exemple de Dieu, quand on parlait de quelqu'un qu'on trouvait qui était sacré, bah c'est vrai que du coup, on a estimé que s'il donnait des ordres, c'était certainement très important, c'était sacré, c'était important. Tout ce qui pouvait sortir de sa bouche devait être fondamental. Et du coup, finalement, vous voyez comment hiérarchie s'est complètement transmis en quelque chose d'autre. Comment ce qui pouvait être avant tout une hiérarchie fondamentale s'est transmis en donneur d'ordre. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que notre approche spirituelle, elle s'est complètement déformée encore avec l'aspect ancien de la hiérarchie donneuse d'ordre, qu'on appelle la hiérarchie de dominance. Même dans nos religions, regardez comment anciennement, on avait complètement emboîté le pas sur la relation papa-maman pour essayer de définir la relation. Qu'est-ce que Dieu? Mais c'est Dieu le Père. Et nous, on est quoi? Nous, on est ses enfants. Et Dieu le Père aime ses enfants. Vous remarquerez au passage qu'on a viré la mère. Et même souvent ceux qui connaissent un petit peu plus d'ésotérisme et qui méditent, disent oui mais c'est quand même ça la hiérarchie. Moi par exemple si je travaille à méditer, c'est pour être en contact avec mon âme et chercher dans mon âme ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Et puis si ensuite en tant qu'âme je sais qu'on travaille en groupe subjectif, donc je fais partie d'un groupe subjectif, donc c'est au sein du groupe peut-être que je vais chercher ou que mon âme va chercher ses ordres. Et puis ces groupes subjectifs ils sont tous sous la domination d'un maître. Donc c'est le maître qui donne ses ordres au groupe, qui donne les ordres à mon âme, et moi, mon âme doit me donner ses ordres. Et puis le maître lui-même, il doit recevoir ses ordres de quelqu'un d'autre, etc. Non, absolument non. Ça, c'est la déformation du processus hiérarchique. S'il y a une hiérarchie, un gouvernement sacré, c'est une hiérarchie de valeurs, c'est une hiérarchie de conscience, mais jamais une hiérarchie de dominance, donneuse d'ordre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on imagine Dieu, simplement ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la terre, par exemple, parce que c'est déjà pas mal, il y a un dessein, il y a un objectif, il y a une intention fondamentale. Ce dessein est assez mystérieux parce qu'à notre niveau de conscience, on n'a pas tellement possibilité de l'approcher directement. Mais on se dit oui, mais ce dessein, il est bien ordonné à un certain nombre de personnes. Jamais. Cette hiérarchie spirituelle, c'est un ensemble de valeurs. Chacun est amené à pouvoir entrer dans ces valeurs, en tirer les conséquences et à rayonner dans la mesure de son possible ce qu'il en a compris, ce qu'il en a approché. Ainsi, les maîtres de sagesse, eux-mêmes, on ne leur donne aucun ordre. C'est dans la mesure où eux-mêmes, ils vont chercher ce que représentent ces valeurs fondamentales qu'à partir de là, ils peuvent les rayonner. Qu'est-ce que sont les disciples ou les méditants? Ce sont des gens qui peuvent, à travers la conscience de groupe, peut-être approcher ce rayonnement du maître, en comprendre quelque chose, en comprendre un petit peu la valeur, et à partir de là, voir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Vous voyez, on est vraiment dans un processus où il n'y a jamais, jamais, jamais d'ordre donné. Parce que jamais quelqu'un d'évolué spirituellement ne pense pour vous et ne veut à votre place. Donc vous voyez, la hiérarchie est une hiérarchie de valeurs, une hiérarchie de conscience, parce qu'ils sont de plus en plus vastes, et à chacun d'entre nous de pouvoir y aller. C'est pour ça que on distingue souvent le dessin du plan. Vous m'avez souvent entendu parler du plan planétaire. Il y a un plan pour la planète, et nous avons à mettre en place ce plan. Et là aussi, on imagine que le plan pour la planète, il est tout fait, il est écrit. Ah mais ça n'existe pas, parce que le plan, c'est quelque chose que nous faisons ensemble. C'est justement l'ensemble des personnes qui méditent, l'ensemble des personnes qui peuvent approcher ce niveau de conscience supérieur, qui peuvent en tirer quelque chose en tant que groupe, et qui peuvent peut-être se concerter en tant que groupe, et à partir de là dire, il nous semble que ce qui serait à faire sur Terre pour amener un petit peu plus l'amour, bah ce serait ça. Bah allez-y, mais j'ai pas l'assentiment du maître. Ben, t'as pas à l'avoir, puis tu ne l'auras pas. Le maître n'a pas à te dire si c'est bien et si c'est pas bien. C'est ce que tu sens, c'est ce que tu fais. Allez-y, faites-le. Naturellement, tout seul, on se dit, mais tout seul. Alors c'est ça que le travail de groupe est intéressant. C'est que si en tant que groupe, nous contactons quelque chose qui est à peu près identique du point de vue d'une certaine intention, d'une certaine valeur, ben, c'est intéressant à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on dit que le dessin, c'est vraiment une intention fondamentale, mais que le plan, tel qu'il se déroule sur Terre, bah ça dépend des disciples qui sont en incarnation à un moment donné, de leur disponibilité, de leur rayon, de leur savoir-faire, de leur travail de groupe. Ça dépend d'une foule de choses. Et c'est quelque chose qui se fait ensemble, mais qui n'est pas écrit à l'avance. Voilà comment le rayon 7 va travailler. On commence à avoir déjà une petite idée. C'est intéressant aussi si on quitte justement ce processus de la hiérarchie pour se rendre compte de ce que ça donne d'un point de vue de l'univers. Mais dans l'univers, c'est remarquablement identique.
Dans l'univers, les galaxies, les étoiles, les planètes fonctionnent sans que personne ne soit véritablement à leur tête en disant voilà, il faut fonctionner comme ça. Il n'y a pas de donneur d'ordre centralisé qui fait fonctionner cet univers. Et sans aller chercher là-haut, qu'on ne connaît pas très très bien, simplement la nature sur Terre. Cette extraordinaire coopération de la nature mise de plus en plus en évidence par tous les scientifiques du monde, et qui montre combien ça coopère d'une manière absolument incroyable, mais personne ne leur fait de planning. Personne ne leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Personne ne leur dit de prendre contact avec les papillons de manière, parce que là cette espèce est en train de disparaître, donc personne. Ça se fait tout seul. Chacun est à sa place et chacun exactement fait la collaboration juste avec l'ensemble des autres. C'est ça qui est absolument fantastique. On s'aperçoit que finalement, nous sommes dans un processus systémique. Et que dans tout processus systémique, c'est quelque chose de vivant. Un système, c'est quelque chose de vivant. Une entreprise, comme on va le voir, c'est quelque chose de vivant. Et qu'à partir de là, il n'y a pas du tout à avoir quelque chose qui donne des ordres dans un système hiérarchique. Même dans notre propre organisme. Dans notre propre organisme, si on commence à compter tout ce qui fonctionne, c'est absolument incroyable. On a 1000 milliards de cellules. On a, je crois, 10 000 milliards de bactéries. Et tout ce monde fonctionne, tout ce monde s'entend, coopère. À un moment donné, on croyait qu'ils se mangeaient les uns les autres. Pas du tout. Tout ce monde coopère pour donner ce qu'on appelle simplement notre propre vie physique. Donc ce n'est pas le combat, ce n'est pas la concurrence qui est à l'origine de la vie, qui soutient la vie. C'est véritablement la coopération de tout, sans que qui que ce soit, d'un point de vue, vous voyez, extérieur, d'un point de vue hiérarchique de dominance, à un moment donné, dise faites ceci et faites cela. Ça s'auto-organise, ça s'auto-gère, ça va fonctionner de cette manière-là. C'est pour ça qu'on va arriver donc à quelque chose de très intéressant qu'on va appeler l'autogestion. On arrive dans un processus dans lequel finalement on s'aperçoit que tout individu, tout animal, toute plante, tout ce qui existe, tout organisme est avant tout un organisme qui fonctionne très bien, autogéré. Et que cet organisme, il est lui-même simplement un organe d'un organisme plus grand. Lui-même organe d'un organisme encore plus grand, lui-même organe d'un organisme plus grand, à l'infini. Et que tout ce système de poupées russes fonctionne très très bien, sans qu'il y ait personne qui les organise, qui les réorganise, qui remette de l'ordre de l'extérieur, qui leur dise non, faites pas ceci, faites cela. Ça marche tout seul. On est dans une systémie absolument fabuleuse. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer? C'est peut-être justement ce que le rayon 7 doit faire. Le rayon 7, quand il comprend tout ça, quand il comprend les hiérarchies des valeurs, quand il comprend que fondamentalement il n'y a jamais de donneur d'ordre principal, quand il comprend que finalement à chaque fois qu'il y a organisme, il y a quelque chose qui s'auto-organise et qui fait que ça coopère avec le reste, il dit mais peut-être que c'est la façon de remettre de l'ordre dans le monde. Alors concrètement, puisqu'on est avec le rayon 7, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a des systèmes comme ça qui fonctionnent? Depuis maintenant un siècle, il y a eu plein d'essais, justement, de ce qu'on va appeler l'holarchie, ou les systèmes d'autogérance, autogestion, autogouvernance. Holarchie, voilà, ça vient du grec holos, qui veut dire un entier. On pourrait traduire ça justement comme on retrouve archi, gouvernement, gouvernement des ensembles, gouvernement systémique, gouvernement organique. Donc c'est ça que veut dire holarchie. Ça veut dire que ça décrit ce que je vous disais, c'est que chaque chose est un organisme, organe d'un organisme plus grand, lui-même organe d'un organisme plus grand, etc. Et que tout ça coopère automatiquement parce que c'est vivant, parce que c'est la vie, et qu'à partir de là, il n'y a pas à vouloir intervenir autrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de structure. Ah non, pas du tout. Si on imagine par exemple une entreprise ou une association, quelque chose comme ça qui fonctionnerait en holarchie, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure. Au contraire, il y a des structures, mais qui sont complètement décidées par les gens qui travaillent. Ce n'est pas de l'extérieur. Il n'y a pas un directeur. Si, il peut y avoir un directeur qui va s'occuper de certaines choses du point de vue de relations extérieures, etc. Mais ce n'est pas lui qui décide. Il n'a pas plus forcément de pouvoir décisionnaire qu'un autre. Je dis, mais c'est strictement impossible. On ne peut pas faire marcher quelque chose comme ça. Alors si on imagine bien, par exemple, des petites associations. On peut imaginer des associations où les gens coopèrent véritablement. Il y a un président, mais c'est un peu fantoche. C'est pas pour dire qu'officiellement il y a un président, mais en fait c'est une véritable coopération. Le président, il commande pas. On peut imaginer aussi des petites entreprises comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein, même actuellement, plein de petites entreprises, des associations, des gens qui s'aiment bien, des gens qui se connaissent, des gens qui ont monté des choses du point de vue agricole, du point de vue de petites industries, de petites entreprises, des gens où justement le patron s'occupe peut-être simplement du côté administratif, mais c'est
pas lui qui décide à lui tout seul. On dit, mais ça ne peut pas aller au-delà, quoi. Ça marche uniquement sur la sympathie, ça marche sur le consensus. Ça marche tout simplement parce que les gens s'aiment bien, ils se connaissent bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et qu'à partir de là, ils s'arrangent. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Ça ne peut pas être quelque chose de grand. C'est vrai qu'il y a eu des écoles là-dessus. Bah, les écoles freinées, Montessori, où justement, bah non, tout le système de... Il y a un chef qui sait ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut dire, il y a un programme, et on va absolument appliquer tout ça. Bah non, il y a eu des tentatives justement de pédagogie complètement différentes, dans lesquelles on n'y a pas cette histoire de hiérarchie, de pouvoir de dominance, où on essaie de travailler en coopération, parents, enfants, ainsi de suite. On travaille ensemble. Oui, ils m'ont dit, mais c'est exceptionnel, c'est des petites écoles ou sur une classe. Souvent, c'était dans des classes multiples, etc. Donc, on a l'impression que, oui, effectivement, ça peut fonctionner, peut-être ce système d'autogestion, mais forcément sur des petites unités où les gens se connaissent bien et s'aiment bien. C'est-à-dire que le facteur fondamental serait le facteur affectif. Du coup, on ne peut pas vraiment en faire un modèle de société. Or, depuis quelques années, c'est quelque chose qui a changé complètement d'échelle. Et là, je vous conseille donc d'acheter un livre, pas courant, hein, de Frédéric Laloux, qui s'appelle, il a un titre anglais mais il est écrit en français, Reinventing Organization, réinventer les organisations. Ce monsieur a travaillé dans des grosses boîtes américaines, et puis, là aussi, il voyait combien ce système de hiérarchie pyramidale, à l'ancienne, il dit, mais ça c'est vraiment d'où on a hérité ça, c'est des vieux systèmes papa-maman. Quand est-ce qu'on va se décider à trouver un système de plus juste relation, quelque chose qui respecte tout le monde, qui fasse que dans l'entreprise, on ait vraiment des justes relations, qu'on ne soit pas séparés comme on l'est. Et pourquoi il y aurait des directeurs supérieurs qui décideraient tout, alors qu'il y a une sagesse inhérente à tous les niveaux d'entreprise. Alors il a commencé par se renseigner sur ce qui existait. Il connaissait toutes les petites essais. Et jusqu'ici, tout le monde lui disait, oui, mais ça marche bien. C'est ce qu'on appelle, finalement, on appelle ça de l'autogestion. Donc l'autogestion, l'autogouvernance, ça marche très très bien. Mais c'est parce que, par exemple, c'est une association où les gens se connaissent bien, ils s'aiment bien, donc ça marche bien. Ou des toutes petites entreprises, ou des petites unités où tout le monde se connaît. Donc là, on peut arriver par le consensus à faire des choses. Donc c'est vrai que quand on n'est pas nombreux, ça peut fonctionner, mais pas au-delà. Il n'en était pas persuadé. Il a fait beaucoup de recherches, un peu partout dans le monde, pour découvrir en fait que maintenant, il existe des dizaines et des dizaines d'entreprises, aussi bien dans le monde de l'aide médicale, par exemple à domicile, que dans le monde de l'industrie automobile, ou dans le monde de l'énergie, ou dans le monde de l'agroalimentaire. Il existe des usines, des entreprises de 1000, 3000, 10 000 personnes qui fonctionnent de cette manière-là. La plus grosse qu'il a trouvée est aux États-Unis, elle fait 40 000 personnes, réparties de par le monde, en autogouvernance complète. Personne ne dit à qui que ce soit ce qu'il a à faire. Alors, vous décrire ça, ce serait beaucoup trop long. C'est pour ça que je vous conseille d'aller véritablement acheter ce bouquin qui décrit ça par le menu. C'est très agréable à lire et c'est très facile. Et vous y retrouverez même une classification de nos différents mondes. Nous, on appelle ça conscience de dépendance, conscience individuelle. Lui, il donne des couleurs, mais c'est exactement la même chose. Et comment il y a un certain type d'entreprise par certains types de conscience. Si vous avez la flemme de lire le bouquin, vous allez sur YouTube, Frédéric Laloux, et il fait une conférence qui est très agréable à écouter. En 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces grandes entreprises qu'il a découvertes, il a découvert comment tous ces gens-là ont découvert, sans se concerter, parce que personne ne se connaissait entre eux, ils ont découvert les mêmes lois, les mêmes structures de mise en place. Comment de telles entreprises peuvent fusionner, peuvent fonctionner? Tout simplement en subdivisant l'entreprise en petits îlots, en petits groupes, qui eux fonctionnent les uns par rapport aux autres, qui sont sans arrêt en concertation, et en laissant le plus libre arbitre possible à chacun. Par exemple, il n'y a aucune césure au niveau vertical. N'importe qui dans l'entreprise a accès aux comptes, a accès à tous au plus haut niveau, en refusant à ce que qui que ce soit, y compris le directeur, n'interdise quoi que ce soit à qui que ce soit. En incitant les gens à développer des projets, en étant complètement eux-mêmes. Et même si quelqu'un, je ne sais pas, qui travaille sur une machine, dit « mais moi, j'ose pas le dire, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on change de machine, parce que vraiment, il y en a une qui vient de sortir », eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va présenter dans une usine normale un projet au sous-directeur, qui va présenter au directeur, qui va présenter... Là, il dit « bah vas-y ».
La seule obligation qu'il a, c'est de consulter les collègues, les gens avec lesquels il va bosser, les gens d'où dépend un petit peu le processus. Et si, après cette consultation, il s'avère que, bah oui, il est encouragé, bah vas-y, prends en main. Oui, mais vous allez me dire, le financement, bah il y a accès. Le type qui travaille sur la machine, il a accès au financement. Bah ouais. Mais si le directeur trouve que c'est un peu risqué, il n'a aucun pouvoir pour dire non. Mais qui a décidé ça? Qui a mis ça en place? Le directeur en question. C'est lui-même qui s'est sabordé dans son propre pouvoir de direction. Le directeur, il va s'occuper de certains problèmes administratifs ou de rapport avec l'extérieur, mais du coup, le monde des cadres est réduit d'une manière extraordinaire. Chacun est invité à la fois à cumuler non seulement quelque chose qu'il pense, mais quelque chose qu'il fait. Et donc chacun est invité à redéfinir son propre poste. Deux choses qui sont importantes. Arrêter de vouloir, de penser et de décider pour les autres. Le poison de nos justes relations. Arrêter de vouloir, de penser et de décider pour les autres. Apprendre la communication non violente. Apprise à chaque fois en entreprise parce que c'est les employés qui doivent eux-mêmes résoudre leurs conflits. Il n'y a aucune autorité à un moment donné qui leur dit « je vais vous résoudre le conflit ». Développer leur pleine personnalité, leur pleine créativité. Ne pas s'identifier à leur poste ou à leur pouvoir. D'ailleurs, toutes les appellations du style cadre, directeur, employé a disparu. Dans toutes ces entreprises, ils s'appellent collaborateurs. De ce qu'on pourrait appeler à l'ancienne le plus haut ou plus bas, qui n'existe plus. Que des collaborateurs. Chacun étant simplement différencié par ses compétences qu'il peut faire, et chacun travaillant sans cesse, en coopération étroite avec les autres. Chaque personne à l'intérieur de l'usine ou de l'entreprise se trouve vraiment en étroit rapport avec les autres. Chacun se sent comme faisant partie d'un organe de ce gigantesque organisme. Mais c'est tellement prodigieux, vous voyez, que si on n'avait pas ces témoignages, si on n'avait pas ça, on peut dire non mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Et souvent, lui il fait souvent des conférences et il y a des gens qui disent non mais attends, mais tu as rencontré les 3 entreprises miracles qui existent, mais ça va pas durer. Si, ça dure. Et en plus c'est hyper rentable. Et en plus c'est des entreprises qui sont absolument leaders dans leur domaine. Parce qu'il faut une économie extraordinaire d'un certain nombre d'intermédiaires dans les bureaux ou autres. Donc ça fonctionne très bien. Les employés sont tellement ravis. L'usine c'est à eux. Ils ne cherchent plus du tout à s'opposer à qui que ce soit. À qui vous voulez vous opposer? Il n'y a plus de patron digne de ce nom. Les embauches, elles se font comment? Les embauches, c'est les gens qui ont besoin d'un ouvrier supplémentaire ou d'un secrétaire ou je ne sais pas quoi. C'est eux-mêmes qui embauchent, c'est pas le directeur. Oui, mais les salaires, ça, ils se discutent entre eux. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est une avancée extraordinaire du rayon 7. C'est l'autre versant du rayon 7. Nous avons vu tout d'abord le versant très matérialiste qui cherche à mettre en place un ordre hérité du passé. Là, je vous montre ce qui est en train d'arriver, c'est finalement le versant spirituel qui fait que maintenant des personnes, sans parler du tout de spiritualité, amènent véritablement un autre ordre dans l'entreprise. Et pas des petites entreprises, des entreprises qui comprennent des milliers de personnes. Et là, c'est intéressant parce qu'on passe un cap. Ça veut dire que si c'est possible dans des entreprises de milliers d'individus, c'est complètement possible dans la société. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qu'on va voir justement. C'est ça qui peut changer les choses. C'est que finalement, tant qu'on se disait c'est possible dans des petites associations, avec des gens comme ça, entre nous, oui, mais bon, on peut rien en faire en société. Là, c'est qu'on peut en faire quelque chose. Là, on peut vraiment changer. En plus, dans cette entreprise, vous pouvez plus. Il y a des gens à qui ça ne convient pas. Hein. Il y a des gens qui s'en vont en disant moi, j'ai besoin d'un chef. Oui, si en conscience, j'en suis pas là, moi, j'ai pas envie de m'auto-gérer. Moi, j'ai envie de quelqu'un qui me dit tu fais ça, puis c'est tout, je réfléchis pas et je le fais. Donc, si on me demande à tout bout de champ qu'est-ce que je pense de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, etc., ça ne va pas du tout. D'autant plus que la qualité fondamentale qu'on va demander à tous ces collaborateurs, c'est d'être à l'écoute. Oui, ça paraît normal. Non, mais d'être à l'écoute de l'âme de l'entreprise. Il n'y a absolument pas de projet officiel d'entreprise. Généralement, d'ailleurs, dans toute entreprise, il n'y a pas de projet fondamental. C'est juste un projet pour faire de l'argent, pour que ça marche bien et que ça aille de plus en plus loin. Mais il n'y a pas une âme. Or, dans toutes ces entreprises, c'est un peu la surprise de Frédéric Laloux, parce que sans se concerter, ça veut dire que ça correspond bien à une énergie fondamentale, sans se concerter, tous ces gens disent, mais le plus important, c'est non pas simplement ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Qu'est-ce qu'on sert fondamentalement? Quel est le fondamental de notre entreprise? Autrement dit, et ils le disent, quelle est l'âme de l'entreprise? Alors ça, c'est une surprise totale. Alors là, vous allez me dire, là, tu vas un petit peu loin, quand même, l'âme d'une entreprise, il ne faut peut-être pas exagérer. On n'exagère pas. Il est évident que pour chacun d'entre nous, tout ce qui est vivant, depuis la bactérie jusqu'à la galaxie, en passant par nous, a une âme. S'il y a un corps, c'est qu'il y a une âme. Donc il y a toujours ces deux aspects, l'aspect essence et l'aspect existence.
Comme je le disais au début, les justes relations entre les deux. Et par conséquent, tout ce que nous créons, nous aussi, à partir du moment où nous nous rassemblons, ça a une âme. Tout groupe qui décide de travailler ensemble, il y a une âme qui indique une certaine direction, une certaine qualité de vie, un certain projet, qui ne dépend pas forcément de l'addition des gens tels qu'ils sont là. Toute association, toute équipe de travail, naturellement toute entreprise. Bref, chaque fois qu'il y a des gens qui se rassemblent pour travailler ensemble, automatiquement, leur âme fusionne et donne quelque chose qui est une âme commune. Et à partir de cette âme, il y a un projet. Et donc, ça se traduit comment dans l'entreprise? Ce qui est dit un petit peu à tous les employés, tous les collaborateurs, c'est dit, mais nous n'avons pas, nous, à fixer comme ça arbitrairement un projet d'ambition, de vaincre la concurrence, d'augmenter nos parts de marché. Non, non, ça, c'est pas un but. Soyons chacun à l'écoute et découvrons sensiblement cette âme, parce que cette âme, elle sait où l'entreprise doit aller. Elle sait exactement à quoi nous correspondons, et elle sait forcément dans quelle direction nous allons. Nous devons tous être à l'écoute de ça pour essayer de suivre justement cette progression. Allons dans cette direction vers laquelle l'âme nous amène. Encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui a enseigné ça, ce sont des gens qui l'ont découvert par eux-mêmes dans différentes parties du monde, avec des tas d'entreprises totalement différentes, certaines dans les services, d'autres dans la production d'énergie, d'autres dans la mécanique, bref, même des qui n'ont rien à voir. C'est vraiment tout à fait étonnant. Et c'est là où on voit le rayon 7. C'est là où on voit combien ces personnages sont effectivement du rayon 7. Ce sont des gens pour lesquels c'est évident qu'il y a une âme en toute chose. Le Dieu dans la machine. C'est évident que finalement, chaque fois qu'il y a une forme, il y a forcément quelque chose. Et que ce quelque chose, il sait fondamentalement où on va. Et par conséquent, si on veut marcher fondamentalement bien dans une coopération, alors c'est cette coopération d'âme. Tout à l'heure, je vous disais, les justes relations, c'est lorsque nous-mêmes, nous sommes en rapport avec l'âme. Et que si toutes les âmes entre elles coopèrent, c'est une évidence, parce qu'on va ensemble quelque part. Et c'est pour ça que la coopération de l'univers, quand les âmes sont au pouvoir, ça marche aussi bien. Parce que chacun est à sa place et chacun sait très exactement ce qu'il a à faire. Et on ne veut pas être plus et on ne veut pas être moins. On est juste là au travail à simplement faire notre fonction d'organe au sein de l'organisme. Mais avec une certaine connaissance en plus, pas instinctivement ou automatiquement. Et donc nous, humains, on est amenés justement à découvrir cette conception de groupe et à découvrir finalement où est-ce que les organismes dans lesquels nous sommes vont. Qu'est-ce que c'est que cette sensibilité? Et c'est là où on découvre pourquoi ce rayon 7 s'appelle aussi le rayon de la magie blanche. Qu'est-ce que c'est que la magie blanche? Pour vous décrire la magie en 3 mots, c'est très très simple. La définition de la magie, c'est l'âme agit. Et pour faire plus simple, ça, pour s'en souvenir, ça marche très très bien. Ce qu'on appelle quelquefois la magie noire, ou du moins quelque chose qui pourrait mener à cela, sans rentrer dans les détails, c'est lorsque quelqu'un voudrait se servir des pouvoirs de l'âme pour agir directement sur la forme, pour produire des effets sur le monde de la forme. Harry Potter, ça n'est que ça. C'est que de la sorcellerie et de la magie noire. J'ai une formule magique, une baguette magique, et blaf, j'agis directement sur le monde de la forme. La magie blanche, et c'est comme ça que le rayon 7 remet de l'ordre dans le monde, c'est simplement en renforçant l'âme des choses, l'âme des gens. Si je veux aider quelqu'un, c'est pas en voulant, en décidant et en pensant pour lui, c'est en l'aidant d'âme à âme à ce que quelque chose se renforce en lui. La magie blanche, c'est lorsque on branche 2 batteries l'une sur l'autre l'hiver pour que l'autre véhicule démarre. Vous notez que je ne branche pas ma batterie sur le démarreur de l'autre. Démarre. Non, je branche ma batterie sur la batterie de l'autre pour lui donner plus de force pour qu'elle puisse démarrer la véhicule. Le rapport d'âme à âme, c'est ça. La magie, c'est lorsque chacun d'entre nous, on peut se relier à des groupes, à des ensembles, pour amener un peu plus d'amour, un petit peu plus d'unité, de manière à ce que ça renforce le pouvoir essentiel et que ça remette de l'ordre. Le problème de notre âme, c'est que souvent, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, étant donné l'immense pouvoir de la personnalité en bas. Et pour essayer de faire du rayon 7 et d'amener l'ordre fondamental depuis le haut jusqu'en bas, c'est pas facile. Voilà pourquoi il faut s'entraider. Et voilà pourquoi finalement, dans un travail de remise en ordre du monde, c'est comme ça que ça va fonctionner. Plus nous-mêmes, nous sommes en rapport avec notre propre âme, plus nous remettons de l'ordre dans notre propre vie. Et forcément, plus nous pouvons aider les autres à refaire ça, et combien ça remet de l'ordre, naturellement, dans la vie du monde. Donc c'est pas en rangeant mieux.
Ce que je vous écris à propos des sociétés, c'est pas en disant ah tiens mais comment ils ont fait, premièrement, deuxièmement, troisièmement, en étudiant le manuel. C'est pas comme ça. Ah non non, si vous faites comme ça, vous allez à l'échec tout droit. C'est en comprenant l'état d'esprit fondamental. C'est en voyant comment en tant qu'être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants qui ont mis ça en place et qui ont souvent transformé des usines ou des entreprises qui marchaient d'une manière traditionnelle dans ce fonctionnement, c'est eux, ils avaient ce fonctionnement. Pour eux, c'était évident d'un seul coup que il y a quelque chose de supérieur, il y a un fonctionnement de coopération, il y a un fonctionnement d'amour qui doit complètement remplacer le fonctionnement de hiérarchique traditionnel fondé sur les peurs et qui fait qu'on se maintient comme ça dans nos petites cases. Et ils ont tellement fait ça pour eux, pour leur propre vie, que du coup, ça leur a semblé évident à mettre ça en place dans l'entreprise. L'entreprise n'étant que le prolongement de ce qu'ils ont fait eux-mêmes dans leur propre vie. Comme ça marche. Ça, c'est la magie blanche. C'est pour ça que le vrai magicien blanc, c'est celui qui, avant de vouloir remettre de l'ordre dans le monde, il commence par lui, à remettre de l'ordre dans sa vie. C'est là le travail. Et c'est là où on nous attend, évidemment. C'est pas facile parce que il y a énormément de résistance. Même les gens quelquefois qui écrivent, qui lisent le bouquin, disent non, non, mais c'est pas possible. Non, mais j'y crois pas. Mais c'est pas. C'est vrai que déjà, c'est pas possible pour tous les états de conscience. Vous imaginez bien que les gens qui sont en conscience de dépendance ou en conscience individuelle ne peuvent pas fonctionner comme ça. Ils ont tellement besoin de la hiérarchie. Les premiers pour obéir et les deuxièmes pour commander. Donc ça les arrange bien, la hiérarchie qui donne des ordres. Donc ils ne peuvent pas concevoir parce qu'ils n'en ont pas envie que ça se passe autrement. Parce que finalement, il y a tellement de peur par rapport à tout ça. Il faut donc déjà concevoir la conscience systémique, le troisième monde. Il faut déjà concevoir cette conscience globale. Il faut concevoir l'interdépendance de tout pour commencer à pouvoir aller jusque-là. Et vaincre les résistances nombreuses du moi. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit que tant qu'on est dans le moi, on est dans la peur. Ne serait-ce que la peur fondamentale, la peur de mourir. La peur de mourir, la peur de souffrir, la peur d'être, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, la peur de perdre ce qu'on va... Bref, les peurs sont absolument nombreuses. Elles sont tout simplement inhérentes à ce que nous sommes. Quand est-ce qu'on les quitte? Justement quand on est de plus en plus en rapport avec l'être supérieur que nous sommes. Là, on passe au-delà de la peur parce qu'on est dans la certitude d'être à l'infini, en éternité. On se retrouve d'un seul coup comme étant au-delà du momentané, du partiel, du petit... Et là, il n'y a plus de peur. Il n'y a qu'à voir tous les gens qui ont fait des NDE et qui sont revenus. Et qui disent, mais c'est fini, la peur de la mort, la peur de... c'est terminé. C'est évident que je suis tellement autre et que je suis un être éternel. C'est pour ça que, vous voyez, à partir du moment où on commence à faire ce genre de contact, tout le processus donc change du point de vue de la relation. Là, on va commencer à avoir des justes relations parce qu'on passe progressivement de la peur à l'amour, à la confiance. On fait de plus en plus confiance. C'est ce qui remplace la peur. Alors on pourrait dire, bon, c'est intéressant, mais moi je ne fais pas partie d'une entreprise. Ah ouais? Et ma famille? Et mon couple? Et même moi, ma petite entreprise? Nous sommes déjà chacun une petite entreprise, et notre entreprise, c'est déjà le couple, c'est la famille, c'est les gens, c'est les amis, c'est tout ce qui nous entoure. C'est ça l'entreprise. Et comment est-ce que nous nous comportons par rapport à cette petite entreprise? C'est là où ça nous tient chacun. Il ne faut pas attendre en disant « chouette, alors c'est en train de changer, le monde est en train de changer ». Ça se passe comme ça du point de vue de grandes entreprises, de grands groupes, etc. Ça veut dire que le monde des patrons n'est pas aussi diabolique qu'on pourrait le croire? Non, pas forcément. Ça veut dire, donc c'est pas aussi simpliste qu'on pourrait... non, ça va complètement changer. Ah c'est bien, je suis bien content. Puis nous, allez-y, on vous soutient. Non. Comme nous le voyons depuis le début de l'année, à chaque fois, ça nous concerne. Donc nous-mêmes, dans notre petite entreprise, tous les jours, repérer les moments où on veut pour les autres, on décide pour les autres, on pense pour les autres, on aimerait bien qu'ils fassent ceci ou cela. Regardez combien on est cohérent déjà dans notre cadre de vérité. Est-ce que vraiment on est profondément nous-mêmes ou est-ce qu'on cache un certain nombre de choses? Est-ce qu'on est véritablement créatif? Est-ce qu'on cherche toujours à faire des choses en rapport avec l'ensemble? Ou je ne m'occupe pas de l'ensemble, moi ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai envie de faire, point barre. Oui, il y a tout un travail de transformation qui est à faire pour nous réinsérer progressivement dans une systémie. C'est pour ça que se rendre compte que dans notre quotidien, nous sommes un organe d'un organisme, ok, mais comportons-nous véritablement comme ça? Et au quotidien, ça n'est absolument pas facile du tout. Pour l'instant, la plupart du temps, on en est loin. Il y a juste des moments
des moments où on en a conscience et on le fait. Et on s'y réinsère et on fait comme ça. Mais c'est, vous voyez, c'est un petit peu en zigzag. Des moments où on est vraiment dans cette systémique, d'autres moments où on revient complètement sur soi. Et c'est là qu'il est le travail. Et c'est dans la mesure où nous le faisons tous, ce travail, qu'on peut véritablement faire avancer les choses. Au-delà de nos peurs, au-delà de la peur même de nos échecs, la peur de se tromper, au-delà de nos craintes. C'est vrai que quand on est dans un système comme ça, des employés d'ailleurs souvent le disent dans ces entreprises, le problème c'est qu'on peut même plus se plaindre puisque l'entreprise c'est nous. On peut même plus dire salaud de patron, bah non c'est nous. Ah, donc du coup c'est vrai qu'on peut plus se plaindre. Dans notre vie, si nous sommes véritablement les co-auteurs de notre vie, bah c'est vrai qu'on peut plus se plaindre de quoi que ce soit. Parce qu'on se rend compte que finalement c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous sommes. Alors c'est intéressant de pouvoir expanser cela et de se dire, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la graine d'avenir? Que véritablement de cette manière-là, c'est ce qui est en train de se passer. Je vous disais, dans le siècle qui vient de se précéder, on avait des tas de petites expériences avec des petits groupes. Il y en a encore plein maintenant, de nos jours, de plus en plus, hein, surtout dans le monde justement de l'agriculture, dans le monde de l'élevage. Il y a des gens qui approchent maintenant les différents règnes d'une manière complètement différente, avec cet état d'esprit. Ça change tout. Donc il y a plein de petites expériences, mais se rendre compte que c'est possible avec des milliers de personnes dans des entreprises, là où on pensait que c'était le domaine définitif de la hiérarchie et du commandement, c'est dire qu'attends, mais donc c'est possible, même au niveau des gouvernements, même au niveau des États. Et Dieu sait si on voit actuellement, on en parlera la fois prochaine, combien certains États prétendent penser pour les autres, vouloir pour les autres. Donc on se rend compte que finalement, toute la société est atteinte et que c'est à chacun d'entre nous de s'emparer de cela et d'arriver à notre quotidien de pouvoir changer ce processus. Et là, ça changera complètement tout. Dans l'avenir, dans les 2000 ans qui restent de rayon 7 dans l'ère du Verseau, c'est vrai qu'on peut voir tout changer. Une réorganisation complète du monde, non plus souvent selon tel ou tel idéal, mais selon simplement ces lois fondamentales qu'on découvrira de plus en plus et qu'on appliquera tout simplement. Et ce sera reconnu par tout le monde comme une espèce d'évidence. Et donc ça bouleversera le monde de la santé, le monde de la politique, ça bouleversera le monde de l'éducation, ça bouleversera le monde du travail, bien évidemment. Donc, résolution du chômage. Parce qu'on dit, mais c'est pas normal une société dans laquelle il y a ceux qui bossent et il y a ceux qui sont au chômage. Mais non, dans une réorganisation d'âme, tout le monde est au travail. Donc on ne supportera pas ça longtemps, comme étant une aberration totale. Donc vraiment, les changements sont absolument nombreux pour aller vers une nouvelle société. Pour finir, je voudrais juste vous citer quelque chose qui est dans ce livre. Les citations d'ailleurs que je vous ai lues tout à l'heure font partie de ce livre. C'est un professeur d'université américaine qui enseignait justement les nouvelles techniques pour pouvoir diriger les entreprises 1960. Il exposait à ses étudiants qu'il y avait finalement deux façons dont les patrons en général voyaient leurs employés. La première façon, c'est de dire que les employés, eh bien, ce sont des gens qui viennent travailler uniquement pour l'argent, leurs intérêts, qui ont envie d'en faire le moins possible, qui ne sont pas très motivés et qui ont une certaine tendance à vous avoir dès qu'ils le peuvent. Et par conséquent, il faut absolument les cadrer, absolument mettre des barrières, mettre des contrôles, et des contrôles de cargo, des contrôles, de manière à pouvoir vraiment faire ça. Et la deuxième théorie, c'est de dire que non, il y a des patrons qui ont des convictions complètement différentes et qui vont vous dire non, moi je fais confiance. Moi je trouve que considérer que d'emblée l'être humain est mauvais, ça ne va pas. Il est bon. Et donc moi je fais confiance. Et à partir de là, je ne contrôle pas les horaires, je ne contrôle pas ça, je fais complètement confiance et je fais appel à leur bon sens d'entreprise et à leur niveau vraiment de coopération. Et donc, il posait ça à ses étudiants. Qui a raison, selon vous? Alors, ça a amené des grandes discussions. Les partisans du contrôle, les partisans... Et il répondait, eh bien, mon expérience, et Frédéric Laloux dit que depuis 1960, ça c'est sans arrêt vérifié, c'est que les deux ont raison. Tout dépend de la façon dont le patron voit ses employés. S'il les voit comme des gens, a priori, dont il faut se méfier, qu'il faut contrôler, diriger, encadrer, qu'est-ce que font les employés? Ils n'ont de cesse de répondre à l'image que leur patron a d'eux et vont essayer par tous les moyens de détourner les règles, de détourner les commandements, de faire un peu à leur façon, d'essayer de resquiller, etc. Donnant parfaitement raison au patron qui dit « Ah, j'avais raison, vous voyez hein, voilà, j'avais raison. » Malgré toutes les règles, malgré les contrôles, etc., ils réussissent quand même un petit peu à m'avoir.
Et puis, celui qui fait confiance, eh bien, il s'en félicite et il ne veut surtout pas changer parce qu'il dit, mais voilà, au début, il y a eu quelques couacs, mais ça a été vraiment remarquable. Et maintenant, il s'autogère, ça fonctionne très très bien. J'ai rien à contrôler, j'ai rien à dire, on n'a pas à vérifier, il n'y a pas à pointer quoi que ce soit. C'est génial. J'ai bien fait de leur faire confiance parce que ça marche. Donc, la relation juste que l'on a dans une entreprise va dépendre complètement du regard que l'on a. Naturellement, c'est un exemple. Vous imaginez bien que c'est pareil pour nous. Vous devez vous faire confiance ou devez-vous vous méfier? Devez-vous contrôler ou pas? Vous voyez, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on se situe? Se dire que finalement, on a toujours affaire à des gens qui nous renvoient en miroir la façon dont on les regarde. Vous regardez les gens avec méfiance, vous pensez qu'ils sont plus ou moins roublards, alors ils vont vous avoir. Vous faites confiance à des gens, complètement confiance, vous les encouragez, alors ok, eux aussi ils vont vous la rendre ce processus-là. Et voilà pourquoi dans son livre, Frédéric Laloux dit, mais c'est un petit peu l'illustration de la phrase, on récolte ce qu'on a semé. Si vous semez de la peur, vous allez récolter de la peur. Si vous semez de la confiance, vous allez récolter de la confiance. Il faut se rendre compte combien tous les processus habituels, hiérarchiques, pyramidaux, hiérarchie de commandement, sont des machines à créer de la peur et de la division. Alors que tous les processus d'autogestion sont des machines à provoquer la confiance et donc l'amour. Et voyez comment nous pouvons aller de la peur à l'amour, créant de justes relations. Comment il nous faut dans notre société apprendre progressivement à quitter tout ce processus de peur pour rentrer de plus en plus dans ce processus de confiance qui va vers l'amour. Nous en sommes là, le rayon 7 va être un grand processus de remise en ordre de cette société. Il faut que chacun d'entre nous, nous en soyons les acteurs. Et bien, je vous propose de méditer là-dessus.